Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Mining Leaders. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Martin Perron. Bonjour Martin. Bonjour Youssouf. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Tout le monde. Bonjour tout le monde. On va regarder avec Martin là un sujet aujourd'hui qui va toucher un peu à la réglementation, on va dire. La réglementation, on va regarder ça. Un peu plus aussi du technique. Un peu technique, mais on sait qu'on on a un cadre légal qui est obligatoire dans notre industrie. On va essayer de démystifier ça un peu. Bon, magnifique. Donc déjà, là, vous savez de quoi est-ce que ça va parler. Là, attachez-vous bien parce que Martin, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et puis, si vous avez un carnet de notes, sortez-le. Ou bien enregistrer l'émission. Enregistrer l'émission, exact. Enregistrer. Et puis, abonnez-vous justement pour ne pas avoir à le manquer. Martin, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. De faire partie de nos invités d'honneur, on va dire. Et puis, d'entrée de jeu, Martin, il n'y a pas de règles. Hein. On va parler de tout. On peut tout parler ici, tant que ça heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Et il n'y a aucune règle. Alors, Martin, pour commencer, je vais bien évidemment te demander de te présenter au public pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon. Martin Perron, enchanté. Je suis directeur de la géologie chez Nordastello, une firme de consultation ici dans la province du Québec. Là. Le siège social est dans la ville de Québec. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. En réalité, j'ai gradué en 1992. Là, quand même, c'était le siècle dernier, diront certains. Ça fait 33 ans. Exactement. J'ai commencé à travailler en 1994. J'ai fait des études de maîtrise dans ces 2 années-là. Et depuis 1994, je travaille dans l'industrie minière québécoise et canadienne. J'ai travaillé beaucoup en Abitibi-Témiscamingue, évidemment. J'ai travaillé aussi hors Québec. J'ai travaillé 2 années en Saskatchewan dans l'industrie de la potasse. Une expérience quand même que j'ai appréciée d'un point de vue technique. C'était quelque chose de très différent que ce qu'on a ici. Là, des roches dans une tranche d'âge qui est un peu séparée par rapport à ce qu'on voit ici au Québec. Mm-hmm. J'ai travaillé aussi en consultation dans des projets pan-canadiens aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Afrique. Donc, j'ai quand même roulé ma bosse un petit peu. Oui, t'as fait sur la planète. T'es allé un peu partout, là. J'ai pas encore touché à l'Asie. Non? Bon, l'Europe un peu moins aussi. Peut-être la prochaine étape, ça serait d'aller vers là-bas. Ah, si j'ai une opportunité, c'est sûr que je vais y aller. Je te connais. Oui, c'est bon. En passant, Martin n'est pas géologue, il est ingénieur. Ingénieur en géologie, on va faire la distinction en partant. Ouais, Martin, c'est quoi? Parce que t'as beaucoup d'expérience dans le domaine, mais ça vient d'où cette histoire de géologue ingénieur là? Moi, je fais toujours face à ça là, quelqu'un qui précise à chaque fois, il n'est pas géologue, il est ingénieur. Ou vice versa là. Non, c'est ça. Ça vient du fait que le titre ingénieur et le titre géologue sont des titres qui sont protégés par la loi. Ils sont protégés par la loi sur les ordres professionnels. Autrement dit, le titre ingénieur est réservé par l'ordre des ingénieurs et le titre géologue est réservé par l'ordre des géologues. D'accord. Donc, pour dire qu'on est professionnellement un géologue ou un ingénieur, il faut être membre de chacune des autres correspondances. C'est pour ça que, puis même l'utilisation du titre en soi, même le mot en soi est titré. Donc, je peux pas dire que je suis un ingénieur géologue. Un ingénieur géologue, par la loi, demande qu'on soit membre des 2 ordres professionnels en même temps. Si c'est le cas, vous pouvez porter les 2 titres. Mais si c'est pas le cas, vous ne pouvez pas porter les 2 titres. C'est pour ça que les gens ont souvent ce réflexe de faire cette distinction-là, dépendamment de leurs ordres professionnels, parce que c'est quand même une obligation légale de s'identifier de la bonne manière. Oui. D'accord, on comprend maintenant. J'espère que vous avez bien compris. En tout cas, ne faites pas l'erreur de dire que vous êtes l'un alors que vous l'êtes pas. C'est quelque chose qu'on voit encore un peu dans l'industrie, là, surtout des gens plus âgés qui ont eu le réflexe depuis qu'ils sont dans l'industrie de dire qu'ils sont des ingénieurs géologues. Mais il faut vraiment spécifier maintenant qu'on est ingénieur en géologie.
D'accord. Tu sais, pour les gens qui ont fait un diplôme là, en génie géologique. Mhm. Là, Martin, aujourd'hui, tu travailles pour une compagnie qui fait beaucoup de consultations. C'est comme ça qu'on les appelle, hein. Oui, oui. Oui. On sait que l'industrie minière, il y a des parties prenantes là. Il y a les juniors, les majeurs, il y a les compagnies de services, consultants, Il y a toutes etc. les commissions des valeurs mobilières, les Oui, marchés boursiers, les investisseurs. et C'est tout ça. un écosystème Eh complexe. ben, Martin, il est dans une justement, de ces compartiments-là de l'industrie. Martin, avant de devenir consultant, Mm. tu travailles dans quoi? Ouf. J'ai travaillé toute ma carrière essentiellement dans l'industrie minière. Euh, à peu près, je dirais, le 2 tiers en production minière, puis à peu près D'accord. un tiers en exploration minière près de la production. Là, pas vraiment, pas vrai. J'ai peu fait d'exploration là, de terrain vierge. J'en OK. ai fait quand même un peu, mais c'est pas T'étais à- le maximum de ma carrière. J'ai OK. travaillé surtout dans des commodités orifères et dans des commodités métallifères. D'accord. C'est ce qu'on a beaucoup là, au Québec, là, Mhm. l'or, les métaux précieux, le zinc, le cuivre. J'ai fait un peu de nickel. Depuis quelques années maintenant, bon, on touche à d'autres commodités qui sont plus, on va dire en bon français, exotiques. Mm. On touche au carbone par le graphite, on touche aux terres rares, on touche à l'uranium, on D'accord. touche au lithium. C'est sûr que le Maintenant, lithium, oui. depuis quelques années, est Oui. un élément qui a eu une saveur différente, là. Avant, c'était l'élément ONI au Québec, puis Ah oui. maintenant, c'est un élément que Tout le monde tout le cherche. monde cherche. Oui. Il y a plein d'anecdotes là, de gens qui ont eu qui ont travaillé des propriétés aurifères où il y avait des pegmatites à spodumène sur la propriété et chaque fois qu'ils voyaient la pegmatite à spodumène, ils détournaient le regard Oui. de On veut ça. rien savoir de On ça veut rien savoir de ça. Puis maintenant, ils retravaillent les mêmes propriétés, pour mais d'autres choses. pour le spodumène, pas pour l'or. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dedans, mais essentiellement aussi dans la potasse là, pour 2 ans, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Là. Mais c'est quand même quelque chose j'ai quand même tu sais, touché, puis travaillé aussi dans l'archéen, travaillé un peu de protérozoïque, D'accord. c'est un peu de mésozoïque aussi. Là. OK. Donc, dépendamment où vous allez sur la planète, là, Les rechanges. les rechanges, Ouais. les âges changent. Mais les processus de minéralisation sont souvent similaires. Ah oui, peu importe l'âge, hein, on trouve les mêmes. Il y a des différences, mais il y a des similarités. D'accord, d'accord, d'accord. Là, Martin, comment on devient consultant? Oh, ça, C'est, c'est une parce bonne que, question. J'ai, c'est ma troisième, le travail que j'ai présentement chez Nordocello, c'est mon troisième essai en consultant. d'accord. J'ai essayé d'être consultant après la crise de 2008, la première fois. Justement, là, j'ai perdu mon travail là, dans lorsque les métaux se sont effondrés là, à la fin de l'été D'accord, 2008. J'étais en exploration minière et c'est une des premières choses là, qui a passé à la trappe. Fait que j'ai commencé un travail en consultation à ce moment-là. J'avais toujours l'impression que pour être consultant, ben, ça prend une certaine expérience à partager. hmm, Euh, oui, mais pas nécessairement. C'est oui, mais non. Mais j'ai travaillé un peu de cette. J'ai travaillé à peu près moins d'un an en consultation à ce moment-là. J'avais quand même. Je trouvais que j'étais pas encore assez mature, on va dire comme ça, d'accord, pour travailler en consultation vraiment comme ça. Fait que je suis retourné dans l'industrie. Je suis allé me chercher d'autres. J'ai aiguisé encore mes talents là, industriels. Je suis revenu pour une deuxième essai en consultation. Et on a encore eu quand même un crash au niveau là, des marchés financiers à ce moment-là. d'accord. Mauvais timing, on va dire. Donc, je suis retourné là, je suis retourné dans l'industrie pour avoir un travail plus stable. Et maintenant, c'est ma troisième essai en consultation. Puis là, je dois dire que j'ai pas mal acquis l'expérience que je voulais aller acquérir pour faire de la consultation. Les D'accord, connaissances, les compétences, l'expérience. Fait que, normalement, quand les compagnies ou les gens nous contactent pour des conseils,
Si je suis pas capable de leur prodiguer le conseil, je sais pas mal où aller le chercher pour le prodiguer. Ok, d'accord, Fait que c'est un d'accord. peu ça qui était mon but là, pour faire de la consultation. Hmm, Mais j'avais une vision de la consultation que je vais dire un peu ancienne. Où que les consultants sont âgés, par exemple, là, puis ce sont des puits de connaissances. ouais, La consultation moderne, c'est plus ça maintenant. On a plein de jeunes professionnels qui sont dans nos équipes maintenant, qui sont des spécialistes dans leur domaine. d'accord, Et souvent, la consultation, c'est ça. On a certains généralistes qui sont là pour faire des travaux là, c'est, le day-to-day, on va dire comme ça, le Mhm, train-train quotidien là, de certaines compagnies qui sont pas capables de réaliser. Et on a des spécialistes que les compagnies viennent nous voir directement pour dire j'ai, j'ai, es-tu capable de me fournir tel service spécifique parce que moi, je veux pas me l'acquérir à l'interne, là, j'en ai besoin pour une occasion, puis ça se représentera peut-être pas. Fait que on a des spécialistes qui sont capables de fournir ce d'accord. service spécifique-là. Fait que je dirais que la consultation, ma vision de la consultation a changé durant Hmm. ma carrière. On va dire ça comme ça. Non, c'est bon de pouvoir nous édifier là-dessus parce que la question que j'allais poser, tu viens de répondre à ça, c'était de savoir, parce que c'était ça ta vision. Pour devenir consultant, il faut vraiment avoir ce bagage-là Mhm. de connaissances et d'expérience. Beaucoup aujourd'hui voient la chose de la même façon. Les jeunes qui nous écoutent, qui se disent que peut-être moi, à 45 ans, j'aimerais ça me détacher de travailler dans une entreprise, aller en consultation. Et que là, tu expliques que c'est Ah, possible. c'est possible. Puis c'est, c'est vraiment cette transformation-là vient au fait que notre industrie s'est transformée. Hmm. On a passé d'une industrie où on avait des grosses compagnies majeures, plusieurs compagnies majeures, qui avaient des gros services techniques, qui avaient beaucoup de professionnels attachés à eux. Même des compagnies intermédiaires juniors avaient aussi des gens techniques associés à eux. Ben, l'industrie a changé, parce qu'on a multiplié les compagnies. Mhm, Il y a beaucoup plus de compagnies qu'avant, mais en même temps, il y a beaucoup moins de majeurs qu'avant. Les majeures elles-mêmes se sont restructurées. Souvent, ont laissé tomber leur gros service technique interne. mhm, Donc, il y a vraiment ça a créé comme une demande au niveau technique, pas seulement au niveau expérience, mais aussi au niveau technique à plusieurs égards. mhm, De par les juniors, même aussi de par les intermédiaires et les majeurs. Fait que c'est pour ça que ça a obligé aussi une restructuration au niveau de la consultation. mhm. Puis c'est pour ça que maintenant, ben, on a des équipes pluridisciplinaires et Oui, même oui. avec des jeunes professionnels, des professionnels intermédiaires et des professionnels avancés pour justement être capable de couvrir un peu l'ensemble des besoins de l'industrie. D'accord, très bien. Martin, j'aimerais ça qu'on parle peut-être rapidement de la firme pour laquelle tu travailles. Oh, Comment elle s'appelle et qu'est-ce que vous faites? Nordestello, Parce oui, que là, tu exactement. parlais du monde que vous avez pluridisciplinaire. Si on peut avoir une idée de la Nordestello est une taille. firme, une firme de génie conseil qui est pan-canadienne et même un peu internationale. On a des bureaux hors Canada. Fait que le siège social est à Québec. Il y a des bureaux partout dans la région. Il y a des bureaux aussi dans l'Ouest canadien. Il y a des bureaux à Toronto. On a des bureaux aux États-Unis. On a un bureau à Salt D'accord. Lake City. Et on a aussi un bureau en Nouvelle-Calédonie. Euh, je parlais de l'Asie tantôt. Oui. On a un bureau en Nouvelle-Calédonie. Aussi parce on ouvre des bureaux dépendamment des clients qu'on a, puis on a des partenaires d'affaires là, spécifiques. Oui. Salt Lake City, on est partenaire d'affaires avec Kennecott. Nouvelle-Calédonie, on est partenaire d'affaires avec des entreprises de nickel là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on a des bureaux spécifiques à ces éléments. Hmm. C'est une firme de génie conseil qui est complète, qui offre les services là, autant de la géologie, de l'ingénierie minière et toutes les autres disciplines associées avec. Les deux seuls éléments que présentement Nordostello ne touche pas dans l'écosystème minier sont le traitement des minerais. On n'a pas vraiment de département associé, mais on a des partenaires qui sont nichés dans cet endroit-là. D'accord. On est capable d'aller chercher là, l'expertise Faire affaire ailleurs. avec. Oui. Et tout ce qui est la conception de parcs à résidus là, d'un niveau faisabilité, qui est quand même excessivement niché comme expertise aussi. D'accord. Mais toutes les autres disciplines hors ces deux-là existent chez Nordostello là, dans l'écosystème minier. D'accord. Là, Martin, toi, tu es directeur.
pour Nordastello, Je suis, oui, directeur du Centre d'excellence pour la géologie, comme centre un peu le d'excellence. département de la géologie chez OK. Nordastello. Qu'est-ce que fait un directeur de centre d'excellence pour C'est la une bonne géologie? question. Non. C'est quoi Ben, le travail au day-to-day, là? c'est certain que je suis un gestionnaire en place, fait que je gère D'accord. l'équipe de travail qui est sous ma responsabilité. J'ai une portion de mon travail qui est la gestion des opérations quotidiennes, mais j'ai une portion de mon travail qui est une espèce de développement des affaires, aller D'accord. chercher des opportunités d'affaires pour que nos spécialistes puissent travailler. Mhm. Et j'ai aussi une portion de mon travail qui est quand même technique, là, qui est vraiment, j'ai quand même j'ai certains contrats de consultation qu'on fait où ce que j'agis à titre de professionnel encore sur ces contrats-là, là, D'accord. de par mes connaissances spécifiques. Fait que mon travail à moi, vraiment, se, se, c'est vraiment ces trois grandes branches-là dans mon cas. Moi, puis c'est pas vraiment sont pas égales dans le temps, puis sont pas égales non plus là, en termes de responsabilité. Là. Ça varie dépendamment des contrats, ça varie dépendamment des besoins spécifiques, ça varie selon les développements d'affaires qu'on a à faire, les clients qu'on a rencontrés, Hmm. les représentations qu'on a à faire. Des fois, on représente aussi des clients sur certains forums, des choses comme ça. Ça peut être relativement varié comme chose, mais ma première responsabilité, c'est d'être gestionnaire là, de l'équipe. Est-ce que gestionnaire de l'équipe, d'une équipe de cette façon-là, où il y a beaucoup de parties tierces, là, vous faites beaucoup de relations avec les d'autres entreprises, est-ce qu'être un gestionnaire dans cet écosystème-là est beaucoup plus complexe, tu le dirais, que d'être le même type de gestionnaire dans une structure beaucoup plus... euh, Ben, on a besoin, faut être excessivement mobile, excessivement habile à justement gérer des éléments. On peut rapidement, si on fait un parallèle, exemple, mhm. être un gestionnaire dans une opération minière. Oui. L'opération est quand même une seule commodité ou plusieurs commodités, mais il y a un train-train quotidien qui est assez important. Mhm. Ce qui fait la distinction, c'est la rapidité d'exécution. Quand on est dans une opération minière, le but premier d'une opération minière, c'est de créer de la valeur, Oui. créer de la richesse là, Oui. pour la compagnie, pour le Oui. gouvernement, pour les employés, pour tout le monde. Là. Oui. C'est un peu le but là, de l'industrie minière là, par rapport à ça. C'est certain qu'on crée un produit qui va être utilisé par après, Mhm. mais essentiellement, une entreprise minière veut créer de la richesse. Quand on est en consultation, ben, on veut créer de la richesse pour nos clients, mais au lieu d'avoir un seul projet comme une compagnie minière, ben, on peut avoir 30 projets qui arrivent en même temps. Hmm. Fait qu'il faut créer de la richesse pour 30 compagnies qui, en même temps, à différents égards, qu'on interagit avec eux. Donc, il faut être extrêmement mobile, extrêmement agile. Oui. Il faut discuter avec ces gens, avec les compagnies, savoir bien cerner leurs besoins, Hmm. les accompagner justement dans les éléments qu'ils ont à rencontrer, Hmm. que ce soit des obligations légales, réglementaires, techniques. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on les accompagne, mais au lieu d'avoir un projet, on en a 30 projets à accompagner. Mon Dieu. Ah, intéressant, intéressant. Martin, là, tu parlais tout à l'heure, quand même, tu agis encore en tant que professionnel technique, Mhm. au-delà de ton chapeau de gestionnaire. Et justement, sur ce côté technique-là, j'imagine tu fais référence à tout ce qui est estimation de ressources et tout ça. Oui, ben, en grande partie, 4301 Oui. est un exemple. Tout ce qui est estimation de ressources, puis surtout estimation de ressources à des méthodes un peu plus avancées, là, que j'ai un peu plus d'expérience et d'expertise là-dedans, Hmm. tranquillement. Alors, c'est des éléments sur que j'ai encore beaucoup d'impact, mais on commence à créer une relève, on commence C'est bon. à passer cette expérience-là, puis ces connaissances-là à la prochaine génération Aux plus aussi. jeunes. Non, c'est très bon. Justement, maintenant, si on peut aborder cette question-là en lien avec le 4301, on sait que on entend parler de personnes qualifiées, Oui. on entend parler de quelque chose de gros. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a toujours présenté. À chaque fois que quelqu'un me parle de 4301, je le vois comme ça, là. C'est toujours sur le ton de l'avertissement. OK. Ben, Qu'est-ce que c'est? le 4301, c'est l'équivalent d'une garantie.
c'est comme une garantie qui démontre que ben, le 4301, c'est pas une réglementation technique. C'est une réglementation se situe au niveau des systèmes financiers. D'accord. Ça appartient, c'est une loi, une des particularités de la Fédération canadienne. Le 4301 est un règlement pan-canadien Mhm. qui a été réalisé par une entreprise, qui est une entité canadienne, OK. qui est la CSA, la Canadian Standard Association, qui a créé cette norme canadienne-là. Mais les valeurs mobilières sont de compétence provinciale. D'accord. Donc, chaque province doit appliquer la norme fédérale au niveau provincial. Mm. C'est pour ça que le 4301, c'est pas une loi, c'est un règlement, c'est une norme, mais il est enchâssé au Québec, par exemple, dans la loi sur les valeurs mobilières. Fait que c'est la loi des valeurs D'accord. mobilières qui enchâsse la réglementation de la norme 4301. Cette norme-là, en tant que telle, dicte la manière que les professionnels techniques Mhm. doivent s'adresser à des investisseurs dans le cadre de projets de ressources naturelles canadiens. Ça s'applique autant à des compagnies qui ont un siège social au Canada, qui font des affaires au Canada. Ça s'applique autant à des compagnies canadiennes qui ont des Mhm. sièges sociaux au Canada, qui font des affaires hors Canada. D'accord. Ça s'applique autant à des compagnies hors Canada qui font des affaires au Canada. Hmm. Autrement dit, dès qu'on s'adresse à un potentiel investisseur canadien, ça s'applique. Le 4301 s'applique. Et ce que ça fait, c'est que ça donne une espèce de champ minimum, là. L'expression anglaise, là, c'est un leveling field, là. C'est un D'accord. peu une norme minimale où ce que un investisseur peut s'attendre à recevoir comme information technique par rapport à un projet de ressources naturelles. Et l'information technique Mhm. doit être vérifiée, validée, générée par un concept d'une personne qu'on appelle une personne qualifiée. D'accord. Une personne qualifiée est une personne qui est décrite dans la loi. C'est une personne qui doit être suffisamment compétente, qui a suffisamment d'expérience, qui est membre d'un ordre professionnel et qui est un professionnel attitré. Selon la norme, ce doit être un géologue ou un ingénieur. Ce sont les deux seules personnes qui peuvent être personnes qualifiées au sens de la loi. D'accord. Il existe une troisième catégorie qui est une catégorie d'un expert. Un expert n'est pas une personne qualifiée, mais un expert est une personne qui va fournir des informations à la personne qualifiée dans des domaines que la personne qualifiée ne possède pas de connaissances. On peut D'accord. parler, par exemple, ici, des études d'impact environnemental. Oui. On peut parler des modèles financiers spécifiques. On peut penser tous les éléments légaux de constitution de compagnie ou d'entente de joint venture de compagnie Les minière, des choses avocats comme et tout ça. Fait ça. que donc, des avocats, des comptables, des biologistes peuvent avoir un statut d'expert, mais ne peuvent pas être personnes qualifiées. D'accord. Une personne qualifiée doit être la personne qui certifie l'information qui va être fournie aux investisseurs. Donc, même si une personne qualifiée peut utiliser l'expertise d'un expert, mais c'est la personne qualifiée qui signe au niveau de la loi le travail réalisé par l'expert, qui endosse un peu le travail de l'expert. Fait que D'accord. c'est une des particularités de la personne qualifiée. Donc, cette personne qualifiée, c'est sa responsabilité propre, sa responsabilité professionnelle, personnelle, qu'elle met en cause lors de la divulgation de documentation technique envers des investisseurs. Hmm. Le, 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 le- L'élément de communication privilégié, c'est ce qu'on appelle le rapport technique. D'accord. Donc, le rapport technique, c'est la manière que une compagnie divulgue de l'information technique à des investisseurs. Mhm. Le rapport technique est rattaché à une propriété, appartient à une compagnie, mais est signé par des personnes qualifiées. Il D'accord. y a vraiment comme un triangle ici là, Oui. qui est à respecter. Puis ces personnes qualifiées peuvent être des gens qui sont dépendants de la compagnie émettrice,
peuvent être des gens qui sont indépendants de la compagnie émettrice. Il existe des différentes considérations où ce que l'indépendance de la personne qualifiée est majeure, doit être obligatoire. Un exemple, Youssouf, tu gagnes à la loto demain matin, tu deviens multimilliardaire et moi, je connais l'industrie minière et J'arrête de travailler. j'arrête de travailler, j'arrête mon podcast, je C'est passe fini ça au tout ça, c'est prochain, bon. c'est bon, et je me crée une compagnie puis je veux euh, faire de l'exploration minière. Oui. Je me crée, je m'achète une propriété et je me constitue une compagnie. Ben, pour constituer cette compagnie-là, ça prend un rapport technique de constitution. Et de par cet acte-là, il faut que le rapport soit créé par une personne qui est indépendante de toi. Ah, OK. Fait que c'est vraiment géré par la loi. Il y a OK, différents. même pour constituer l'entreprise Pour constituer une entreprise qui va utiliser comme actif une propriété minière. et que tu vas avoir affaire avec des Et investisseurs tu canadiens, vas demander de l'investissement par rapport à ta ça prend compagnie. une personne Ça qualifiée. plein de personnes qualifiées qui certifient l'information. Cette Ouais, personne-là doit être OK. dépendante ou indépendante, dépendamment de certains critères spécifiques d'information. Il faut que cette personne qualifiée-là certifie l'information du rapport technique. Mhm. Il faut qu'elle certifie l'information qui est présente dans ton site Internet. Tu vas avoir un site web de l'entreprise Youssouf Inc. Oui, Hein? oui. Youssouf Inc., c'est un bon nom, C'est ça. un bon nom, ça? Ouais. Youssouf Inc. Va faire un site Internet, va présenter sa propriété pour des investisseurs peuvent aller chercher de l'information là. Mais il faut que l'information que là soit approuvée par une personne qualifiée aussi. Tu vas faire des OK. communiqués de presse. Oui, Tes communiqués de presse doivent être approuvés par une personne qualifiée aussi. Fait que la personne qualifiée est vraiment là pour tout ce qui est la validité que toute l'information qui est donnée au public correspond au cadre légal associé à la norme 40. wow. Dans quelques minutes, c'est un peu une espèce d'explication, là. Non, c'est vraiment bien couvert là et je pense que on peut pas l'expliquer mieux que ça, en tout cas pas sur une chaîne comme ça, mais ça a été bien expliqué. Là la loi, pas la loi mais La norme. la norme en tant que telle 4301. Les gens disent que il y a le règlement, il y a le rapport. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans l'industrie, qui touche un peu aux ressources, doit connaître ça par cœur, on va dire? C'est quoi que selon Il toi on doit savoir dedans? faut que ça devienne votre lecture de chevet. Ah oui. Sinon, ben, venez faire ma formation Explore dans 2 semaines. Oui, allez-y vous inscrire dans sa formation, il va le donner à Explore. Tu peux en parler aussi, hein. Mais Ça va non, sortir plus tard, ouais, malheureusement. malheureusement, c'est C'est ça. exactement ça. L'Explore va être passé l'année prochaine, peut-être. Oui, Mais essentiellement, quand on est un professionnel au Canada, même si on n'est pas une personne qualifiée, pour exercer notre travail, on doit exercer notre travail selon les règles de l'art de l'industrie. Les règles de l'art de l'industrie dans le domaine minier au Canada, c'est du domaine de l'Institut canadien des mines. OK, C'est l'ICM qui donne un peu les règles de l'art à suivre dans les commodités des ressources naturelles au Canada. d'accord, Que ce soit dans les diamants, le charbon, la potasse, les métaux précieux, le pétrole, toutes toutes ressources naturelles confondues, l'Institut c'est canadien des lycéen. mines est vraiment l'élément spécifique qui donne les règles de l'art. D'accord, L'Institut canadien des mines n'est pas un ordre professionnel. C'est quelque chose que l'application est volontaire. d'accord. Malheureusement ou heureusement, euh, la norme 4301 est là, comme j'ai dit au début, pour gérer les aspects financiers avec les investisseurs. Et quand les gens ont rédigé cette norme-là, ont rapidement compris que tout ce qui est l'information technique qu'on parlait tantôt, c'est pas un financier qui va gérer ça. C'est pas une compagnie, c'est pas une. Si on veut que ça soit les mêmes au Canada, faut que ce soit aussi, ça faut que ce soit une entité pan-canadienne Mhm. qui soit ça. Donc, le règlement, la norme 4301 a comme euh, sous-contracté l'Institut canadien des mines D'accord. pour tout ce qui est la norme technique. Donc, par, par extension, Les bonnes en pratiques et suivant tout ça. la norme 4301, ben, vous avez l'obligation de suivre
les bonnes pratiques et les standards de De l'Institut lycéen. canadien des mines. Donc oui, un professionnel qui travaille dans l'Institut minière au Canada devrait avoir au moins connaissance et avoir une lecture approfondie des standards et des règles de l'art de l'ICM dans les ressources naturelles. Wow. Bon, alors, j'espère que les gens l'ont bien compris. Là, si vous ne le faites pas, allez-y, déjà commencez à lire. C'est disponible sur Internet, très facile à trouver. D'accord. Martin, ça aussi, je pense on l'a bien compris vraiment. Maintenant, par rapport aux organes qui sont au-dessus de ça, Mhm. c'est qui décide finalement là dans tout ça de mettre ça ou que telle façon doit être faite de telle manière? Les, euh, les, on est le Canada, mais le Canada est présent sur la planète. Des ressources naturelles, il n'y en a pas seulement au Canada. Il Mhm. y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, en Afrique du Sud, en Russie, en Turquie. Il y a plein de places dans le monde où on peut euh, aller miner de la roche pour sortir une substance économique. Oui, Les Nations unies ont compris ça au tournant du siècle, dans les d'accord. années 90, fin 80, début 90. Les Nations unies ont commencé à comprendre que oui, il y avait un peu un Far West là, de ce côté-là. Mhm. Puis c'était important que maintenant que les gens, maintenant que tu pouvais avoir des Canadiens qui investissaient en Australie ou vice-versa, Oui, mais il fallait que les gens utilisent un langage similaire. d'accord. Donc, si moi je suis un investisseur canadien et je veux investir en Australie, le projet australien me parle d'un point technique, Mhm. mais il faut que ça sonne la même cloche de mon côté. D'accord. Il faut que la définition soit la même. Faut que ça soit harmonieux et tout. Donc, les Nations unies ont mis sur pied une espèce d'organisme pan-canadien qui s'appelle le CRIRSCO. Ok. Un nom, Non, un peu difficile un à prendre. anagramme un peu compliqué. Un Crisco. CRIRSCO, avec un R Crier. dans Ok. C-R-I-R-S-C-O, CRIRSCO. Faut pas dire qu'on est en train de crisser ici, hein. Non, non, Exactement, non. c'est pas ça qu'on C'est pas fait. ça. Et c'est vraiment cet organisme pan-canadien-là, qui a des délégués de partout dans le monde, Oui. qui a la responsabilité de créer ces définitions standards. D'accord. Qu'est-ce qui est une ressource minérale? Qu'est-ce qui est une ressource minérale présumée, indiquée, mesurée? Qu'est-ce qui est une réserve minière? Qu'est-ce qu'une étude de faisabilité? C'est Mhm. quoi une étude d'opportunité? C'est quoi une étude de préfaisabilité? C'est quoi les facteurs de modification pour passer d'une ressource à une réserve? Fait que toutes ces définitions-là sont créées au niveau international par CRIRSCO. Ensuite, les, a- les normes fédérales de chaque pays, Mhm. 4301 du York en Australie, adhèrent au principe CRIRSCO et les ramènent comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on assure une espèce d'homogénéité de définition à l'échelle de la planète. Et c'est important là, de créer D'accord. cette homogénéité-là. Il faut que pour un citoyen lambda, ben, une ressource minérale indiquée, par exemple, ça soit à peu près la même chose partout sur la planète. Mhm. Parce que sans ça, ça devient un peu contre-intuitif de dire, hey, ça laisse place à un investisseur potentiellement frauduleux de créer une fraude pour aller chercher ces aimants-là. Ouais. Parlant de fraude, est-ce que tu sais, même si les discussions ont commencé rapidement au début des années 90, Mhm. est-ce que tu sais qu'est-ce qui a précipité l'établissement du règlement 4300 au Canada? J'ai appris des choses là-dessus, oui. Mais ça sera peut-être l'occasion d'en parler maintenant. Ils ont même fait des films avec ça. Mon Dieu, ouais. En Ça doit être 1997, gros. il y a eu la plus grande fraude minière canadienne, qui est la fraude de la compagnie Brix, Mhm. une compagnie qui était siège social à Calgary. Il y avait une bourse de ressources naturelles à Calgary D'accord. dans ce temps-là. Ah, ok. Il y a encore une bourse, mais je pense plus qu'ils font de ressources naturelles comme ça. Et ils ont annoncé qu'ils ont découvert un gisement en Indonésie, le gisement de Busang. Ok. Et les teneurs qu'ils avaient là-dedans, c'était, on va dire, exceptionnel. Exceptionnel, ok. C'était, quand on calculait la quantité d'or disponible dans le gisement, de mémoire, là, on doublait ou on triplait
la quantité d'or minée depuis la nuit des temps sur la planète. Mon Dieu. Ça donne une idée comment exceptionnel Ouais, c'était. c'est très exceptionnel, en effet. C'était magique. Ça a commencé avec une petite junior qui a annoncé ça. D'accord. La compagnie l'action s'est rapidement appréciée. L'action s'est divisée. Fait qu'autrement dit, des gens, des actionnaires qui ont acheté des actions initiales se sont ramassés Oh. avec plusieurs actions. L'action a monté à quelques centaines de dollars. L'action. Tout ça sur, Sérieusement. tout ça sur l'espoir que ce gisement-là existe et soit une machine à imprimer de l'argent. Pour se rendre compte, après un certain temps, que c'était une fraude monumentale. Le Eh ben, gisement n'existait pas. Il y a eu des procès avec ça, des gens ont été condamnés, il y a eu de la manipulation, il y a eu des morts des associées à morts, ça, en plus. des morts présumées parce qu'il y a des corps qui n'ont jamais été retrouvés, Oh, ok. des Bon, disparitions. bon. Mais essentiellement, la fraude a été démontrée par ce qu'on appelle par deux éléments spécifiques qui sont importants. Des compagnies qui voulaient investir, qui voulaient acheter le projet, Mhm. sont allées forer des trous parallèles aux trous de la compagnie D'accord. et n'ont pas eu du tout les mêmes résultats. Bon. Pas eu du tout les mêmes résultats. Surprenant. Ça, c'est un des éléments importants. Le deuxième important, un peu plus spécifique, un peu plus technique, il y a eu des analyses granulométriques de l'or qui ont été faites. D'accord. Il faut comprendre que de l'or natif présent dans la roche, Mhm. c'est de l'or qui est en feuillet. D'accord. C'est très, très, très délicat. D'accord. Ceux-là qui en ont déjà vu, là, c'est Oui. vraiment là, très fin. Ouais. Et de l'or qui est alluvionnaire, Mhm. de l'or qu'on peut ramasser là, dans Ouais. des rivières, des pépites d'or. On peut penser là, rapidement à la, voyons, le Gold Rush, là, j'essaie de trouver le nom Tous français. en Là, Alaska. en Alaska ou en Californie, là, Oui. au 19e siècle. Oui. Donc, où ce qu'on avait vraiment des gens Avec le avec bâté. la bâtée, qui Ouais. ramassaient l'or alluvionnaire Ouais. dans les rivières. Ben, cet or-là est un or pépitique et c'est un or qui, de par son transport hydraulique, Mhm. les feuillets se sont repliés sur eux-mêmes et ont créé des pépites arrondies. Ok. Donc, un or alluvionnaire et un or natif de roche ont un aspect Morphologique totalement différente. morphologique différent. Ouais. Et il a été démontré que l'or qui existait dans le gisement de Busagne, dans la roche, était de l'or alluvionnaire. Ça a été démontré qu'une personne achetait de l'or alluvionnaire de gens qui faisaient de la prospection et venait saler les échantillons avant d'envoyer ça au laboratoire pour modifier les résultats. Ah, impressionnant. Euh, pour montrer comment l'impact de cette fraude-là a été importante, à un certain point, la Bourse de Toronto Mhm. la compagnie, elle a migré de la Bourse de Calgary à la Bourse de Vancouver à la Bourse de Toronto. La Bourse de Toronto, la valeur de l'action était si importante et tout le monde croyait dur comme fer que ça allait faire une opération minière majeure. Oui. Ce titre minier a été incorporé dans l'indice TSX. D'accord. C'est devenu en termes financiers un blue chip. Donc, des fonds de pension, des fonds de retraite qui suivent l'indice se sont mis à acheter aussi de Tout est mis cette dedans. action-là. Oh là 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 Et là là. tout le monde a perdu leur argent dans cette propriété-là parce que Ceux qui ont l'argent de s'est leur passé. retraite, ils ont tout misé dessus. Il Puis, y a, il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent parce que la valeur de plusieurs milliards de dollars s'est effondrée comme neige au soleil, on va dire ça comme ça. tout ça parce qu'il y Tout avait ça, quelqu'un qui voulait aller mettre des grains d'or. exact, tout ça parce on a démontré qu'il y a eu fraude euh, au départ. Impressionnant. Donc, ça a vraiment catapulté l'importance du règlement 4301 au D'accord. Canada. Il a été mis en place après ça. Petite tranche aussi, petit chose élément. Avant ça, Mhm. il existait un ordre professionnel des ingénieurs, mais il n'y avait pas d'ordre professionnel des géologues. D'accord. L'ordre professionnel des géologues n'existait pas. Avec l'avènement du 4301,
on voit aussi l'avènement de l'ordre professionnel des géologues au Québec. D'accord, c'est comme ça que c'est aussi structuré. C'est installé Oui, pour justement pour venir renforcer. renforcer puis venir aussi permettre aux gens de se soumettre à la réglementation qui a été Oui, mise en de place pouvoir présentement. exercer en tant que professionnel. Fait que donc, c'est pour ça que c'est un bel exemple pour dire que le but du 4301 est vraiment pour s'assurer que ce genre de fraude-là ne peut plus se reproduire. D'accord. Donc là, le 4300, c'est fait pour protéger les investisseurs, là. C'est exactement ça. En, Oui. en quelques mots, c'est fait pour protéger les investisseurs contre ceux qui ont tendance à vouloir frauder. Est-ce qu'il y a encore des fraudes qui se font encore aujourd'hui? Là, on a celle-là. Malheureusement, oui. Ah oui, Malheureusement, on voit les gens sont encore. encore tentés. On voit encore des choses qui sont pas selon les normes, on va dire comme D'accord, ça. ok. Puis on le voit aussi, si vous faites une recherche sur Internet, il y a souvent des communiqués de presse de rétractation qui sont faits Ok, par des compagnies, par des individuels pour pour dire. retirer leur Mais communiqué. il faut faire une distinction. Souvent, c'est peut-être pas parce que ces compagnies-là ont voulu frauder. Il n'y avait pas, il y avait pas la volonté criminelle D'accord, de faire ça, mais ont posé des actes qui vont à l'encontre de la réglementation. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des éléments de rétractation. Et d'accord. ça, c'est jamais bon pour une compagnie de se rétracter. Non, peu importe la Peu situation. importe la situation, c'est jamais bon pour une compagnie d'obliger de dire, hey, j'ai annoncé X il y a quelques mois. Ben malheureusement, c'était pas vrai. La crédibilité est excessivement attachée à ces éléments-là. Ah, Donc, la réglementation est là pour s'assurer qu'il y a vraiment une qualité et une garantie de communication dans dans le monde financier, le monde des investisseurs, hmm. par rapport à tout ce qui touche l'aspect technique des ressources naturelles. D'accord, d'accord. Là, justement, on parle des ressources naturelles, et plus spécifiquement les ressources minérales. Martin, notre industrie, là, les gens parlent beaucoup de gisement. C'est comme la chose la plus importante, là. C'est quoi un gisement? C'est ça la question. C'est quand même une gisement. C'est quoi une ressource minérale? C'est quoi une ressource Parce que minérale? tout ça vient pour contrôler qu'est-ce que disent les professionnels en lien avec un objet ou quelque chose qui semble exister. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Si je te demande, Youssouf, est-ce que tu peux toucher une mine d'or? Qu'est-ce que tu vas toucher? Bah, la roche? C'est pas une mine, c'est de la Ah roche. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas toucher? C'est ça, c'est de la Tu vas roche. toucher l'infrastructure minière? C'est de Euh, l'infrastructure minière. c'est ça. Si je te dis, il faut que tu touches le gisement. Je veux que tu aies touché le gisement. Ouais, ça va être difficile. Tant que je suis pas rendu sous terre, là, Oui, même là, puis même là, sous terre, tu vas. tu touches un morceau. Ce que je veux dire par là, c'est que. Puis là, quand on est rendu à l'étape de la mine, tu peux descendre sous terre ou tu peux aller dans la fosse à ciel ouvert pour toucher la minéralisation. Mhm, Mais si tu es une compagnie d'exploration, tu es sous un marécage, il n'y a mhm. aucun affleurement à la surface, tu as seulement des trous de forage, je te demande d'aller toucher le gisement. Ouais, ouais. Tout ça pour dire que l'actif principal d'une compagnie qui travaille dans les ressources naturelles, c'est sa propriété minière. Et avec la propriété minière, le gisement potentiel qui est sous la propriété minière. Et ce gisement-là, dans les faits, est exprimé par un concept spécifique qu'on appelle une base de données. D'accord. C'est la base de données qui a été compilée, créée, générée par les activités sur la propriété minière, qui sert à imaginer un gisement. Faire l'estimation de ressources, ce que ça veut dire, c'est à partir de la base de données, imaginer comment ces données-là vont ensemble selon des principes géologiques, Mhm, de métallogénie, de géologie structurale, stratigraphique, dépendamment de certains éléments. Euh, Imaginer comment ces éléments-là vont ensemble mhm. pour faire une interprétation géologique. Cette interprétation géologique est transférée dans un modèle géologique Mhm. qui est normalement une modélisation virtuelle en 3D réalisée avec des ordinateurs maintenant. Une fois que cette modélisation est réalisée, Oui. on a
ça correspond un peu à faire la modélisation en 3D de ce qu'un humain possède dans sa tête. D'accord. Une personne qui est un géologue ou un ingénieur en géologie qui fait l'interprétation géologique imagine comment les données s'insèrent en 3 dimensions, vont Mhm. là-dedans, selon des principes là, de modélisation, mais de métallogénie, comme je disais tantôt. Oui. Mais le design 3D permet de passer de la tête à de quoi qui est tangible, OK. même si c'est en 3D, là, Oui. même si c'est virtuel, Oui. c'est quand même visuel. Je peux essayer de t'expliquer l'interprétation que je fais d'un gisement par des mots, Oui. mais là, toi, tu vas l'imaginer avec les mots, puis ça se peut que ton imagination puis mon imagination soient différentes. Oui. Alors que là, on a visuellement, On voit clairement qu'est-ce on que a une c'est. base Ouais. commune de communication visuelle avec ça. D'accord. Maintenant qu'on a ça de réaliser, on fait quoi avec ça? Hein, on peut la retravailler, mais si on veut passer aux étapes subséquentes, les étapes subséquentes, c'est faire des analyses économiques pour voir si l'interprétation devient un gîte et un gisement pour D'accord. créer une mine éventuellement. Mhm. Ben, c'est là qu'on vient maintenant, moi j'appelle ça mathématiser l'interprétation géologique. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on crée maintenant. L'idée, c'est de faire, l'expression consacrée dans l'industrie, c'est de faire un modèle de bloc. Mhm. Autrement dit, on vient créer une multitude de petits blocs et on vient créer des blocs qui vont représenter ces solides-là, cette alimentation-là, et on vient dans chaque bloc calculer des variables. D'accord. Variable de densité, variable de roche, type de roche, variable de teneur de différents métaux. On peut calculer aussi des variables de récupération métallurgique. On peut calculer des variables d'éléments spécifiques qui vont influencer le bilan environnemental. On Mhm. peut mettre plein de choses dans ces éléments-là. Puis une fois qu'on vient calculer ces blocs-là, ben là, on peut donner ces blocs-là à des ingénieurs qui, eux, vont être capables de, à partir de ces informations-là, faire des modèles techniques de mise en production qui vont amener à des modèles financiers Mhm. qui vont être capables de supporter des investissements pour éventuellement amener une construction minière. Wow. Fait que, l'estimation de ressources correspond vraiment à passer de nos connaissances appliquées à une base de données pour créer un élément que des gens vont être capables de bâtir un modèle financier dessus. Ceci étant dit, vous voyez très bien que si vous voulez que votre modèle financier soit efficace, ben, il faut que votre transfert soit efficace. Il faut que votre base de données soit intègre, Oui. efficace, contrôlée, validée par la personne qualifiée. Tout est relié. Tout est relié, tout est imbriqué par Ouais. rapport à ça. C'est impressionnant. Là, dans tout ce processus-là, là, selon toi, Martin, avec ton expérience et tout, c'est quoi le risque le plus important ou le piège le plus important dans lequel on peut tomber? Parce que là, il s'agit aussi de l'argent des autres qui Oui, vont être tentés d'investir, etc. le piège important, c'est de vouloir coller ces données à une idée au lieu de laisser les données s'exprimer. Ce D'accord. que je veux dire par là, c'est on voit beaucoup dans l'industrie des compagnies qui ont des propriétés, trouvent des indices intéressants sur la propriété Mhm. et on commence à développer une idée. Mhm. Commence à développer, OK, j'ai ce type de gisement-là, je vais être capable ça correspond à telle autre affaire dans le monde qui existe, il y a des comparaisons qui sont évidentes, ou ça ressemble à mon voisin qui est comme ça. Mhm. Mon voisin mine de cette manière-là, mais je vais être capable de miner de cette manière-là aussi. Puis on commence à créer des hypothèses Oui. basées sur des comparables dans l'industrie. Mhm. Puis des fois, on se pose pas la question de si les hypothèses s'appliquent à notre base de données. D'accord. On voit régulièrement des cas où on commence à prendre la base de données, on prend les hypothèses du client, puis On imbrique le tout et... ça s'imbrique pas. Ça s'imbrique pas. Non. Le, le- souvent, le gros problème, c'est que les gens veulent quelque chose, pensent l'avoir, mais ne l'ont peut-être pas nécessairement. Alors que la Mhm. bonne manière de faire, c'est de
prendre les données et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça permet. Parce que la seule chose que tu peux pas changer, c'est la roche. Ça, c'est sûr que non. La roche, elle Elle a est été là depuis des milliards d'années. exact. Puis Tu peux pas si tout changer. se passe bien, elle va être là encore pendant des milliards d'années aussi. Absolument. Là, Martin, avec tout ce que tu viens de dire, là, avec quel est de l'autre côté, quand on est consultant, la part de la pression qui vient du client? Comment qu'on gère ça? C'est certain que le client, quand il vient nous voir pour dire, hey, voici ma base de données, je pense que j'ai de quoi d'intéressant, peux-tu me créer un modèle de bloc qui représente la qualité de ce que j'ai là, comme projet? Mhm. Moi, je m'attends à avoir X cibles de valeur à générer par mon projet. Fait que souvent, en partant, on regarde la base de données, puis on est, par expérience, on est capable d'avoir une idée approximative où on va se rendre là, dans l'estimé, là, justement. Et est-ce qu'on va arriver en deçà de l'attente du client? Est-ce Ouais, qu'on va rencontrer l'attente du client? Est-ce qu'on va dépasser ouais. l'attente du client? Les trois sont possibles, puis les trois arrivent. Mais déjà, en partant, c'est là que la gestion de risque rentre en considération. Souvent, dépendamment, souvent, on passe beaucoup de temps à retravailler la base de données. Mm. Souvent, on reçoit des bases de données qui sont en excellente santé de données, D'accord. avec un excellent contrôle de qualité qui est appliqué dessus. À l'inverse, on a des bases de données qu'il y a eu peu de travaux qui ont été mis dessus. Mhm. Souvent, sont pas sur un support de base de données, sur un support autre que des bases de données. On va pas citer Excel. On va pas citer de nom ici, mais donc déjà, faut les amener dans des formats de base de données. Ouais. On a des clients encore qui utilisent des méthodes empiriques pour faire de l'acquisition de données, au lieu d'avoir des méthodes spécifiques, on va dire ça Qu'est-ce que comme tu ça. appelles empirique? Ils ont une feuille de papier. Ah, ok. Donc, il faut numériser ces données-là Oui, encore. L'acquisition n'est pas numérique à la base. oui. Euh, il y a encore, tu sais, il faut vraiment travailler cette base de données-là. Puis souvent, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Mhm. Il faut que la base de données soit à un niveau spécifique, on va dire comme ça, de qualité, Mhm. pour qu'elle puisse supporter une interprétation géologique qui va amener un estimé de ressources. D'accord. Si la base de données n'a pas cette qualité-là, ben l'estimé n'est pas de qualité. Puis Mm. tout ce qui va découler de l'estimé n'aura pas de qualité non plus. D'accord. Fait que c'est pour ça que dans un environnement financier, Mhm. comme professionnel, personne qualifiée, Mhm. si je sais que mon travail va être utilisé pour lever de l'argent sur les marchés publics Oui. et que la base de données ne supporte pas ça, ben c'est de mon devoir de professionnel de dire on se rendra pas là. Mm. Il faut qu'on fasse autre chose. Mm. Soit qu'on fait du ménage, soit qu'on va chercher de l'acquisition supplémentaire. Il y a des choses à faire pour l'amener à ce niveau-là, Mhm. mais c'est la première chose à faire. Souvent, la majeure partie des risques commence là. D'accord. C'est sûr qu'on a des risques usuels. Le risque, dans les ressources naturelles, depuis quelques années, un risque qui est rampant et qui va en augmentation, c'est l'acceptabilité sociale. OK. On commence de plus en plus à... Historiquement, au Québec, où sont les mines? Dans le nord. Dans le nord. Hein, le fer est sur la côte nord. L'or est en Abitibi. On Mm. commence à développer un peu la baie James. Il y a Chibougamau qui est aussi un nœud pour mine. Il y a eu de l'amiante dans les cantons de l'Est, les Bois-Francs, ces endroits-là. Il y a eu des petites minettes historiques un peu partout dans la province, mais Ouais. peu de grosses opérations d'envergure. Maintenant, on commence à parler qu'on a besoin d'autres choses. On a besoin de lithium, on a besoin de graphite, Oui. on a besoin de cobalt, on a besoin de nickel, on a besoin d'autres commodités Mhm. qui sont pas des commodités usuelles. Fait que maintenant, l'exploration minière se fait ailleurs au Québec et on trouve de ces commodités-là ailleurs, souvent dans des endroits où on n'est pas
perdu dans le nord du Québec où ce que ça affecte peu de gens. Hmm. On peut être à proximité de villes, on peut être à proximité de lacs avec de la villégiature dessus. Donc, on commence à dire qu'on commence à comprendre que il y a une gestion de la géographie qui doit être mise en place parce que on n'est plus tout seul dans notre monde, exemple. Hmm. Donc, créer une mine peut avoir de l'impact pour beaucoup de gens dans la société. Puis c'est qu'on voit que c'est un défi de plus en plus présent dans notre industrie, quand on sort des sentiers battus, d'aller chercher cette acceptabilité sociale-là. C'est un des grands risques quand même aussi de notre industrie qu'on voit là. Oui, c'est ça. Donc, au-delà de tous les risques associés au côté mathématique, la base de données et tout ça, il y a cet On enjeu-là. peut avoir le plus beau gisement qui est avec la base de données la meilleure et l'interprétation la meilleure, mais elle peut être, ça peut être en plein milieu de la ville de Montréal. Pas de chance. En effet, ça peut être n'importe où. Là, Martin, parfois quand on entend parler de 4301, estimation de ressources et toutes les autres étapes subséquentes, là, les autres études techniques qui vont suivre, Mhm. on entend beaucoup parler de cut-off grade Oui. ou teneur de coupure. On entend parler aussi de facteurs de modification. Il y a beaucoup de termes qui reviennent comme ça qu'on on ne comprend pas trop exactement qu'est-ce que c'est. Comment est-ce que ces paramètres-là On va, influencent le on va, com- résultat oui. final? On va commencer par ça, c'est ce qu'on appelle la dimension ingénierie D'accord. de la ressource, on va appeler ça comme ça. OK. Et selon la réglementation, selon les normes, les règles de l'art, une ressource, pour être qualifiée de ressource minière, doit avoir ce qu'on appelle un potentiel d'extraction raisonnable. C'est la OK. définition qui est comme ça. Un Un potentiel. potentiel d'extraction raisonnable. OK. C'est comme ça que c'est écrit dans la réglementation. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Hein? Quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire surtout que vous pouvez avoir un gisement, s'il est à 10 km de profondeur, on n'a pas de méthode technique valable pour le mettre en production. Hmm. C'est un gisement, ce ne sera pas une ressource. Parce que ce n'est pas raisonnable de penser qu'on peut le mettre en production. C'est un jugement qu'on D'accord. applique ici. Là, tu sais. On peut avoir un gisement qui est sous la surface, mais si on est en dessous d'un lac, Ça va être compliqué. Ouais. ça va être compliqué. Si on est en dessous de la ville de Montréal, Ouais. Bonne chance. bonne chance. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme un test logique binaire, on peut dire Mhm. là, oui-non, là, qui est le premier élément pour dire est-ce que c'est raisonnable de penser que je suis capable de prendre le gisement que j'ai et de le transformer en ressource minérale? Hmm. Ça, c'est la première question. Si vous répondez oui à cette question-là, il y en a d'autres qui viennent encore. Là, ça OK. vient après ça pour dire, OK, votre gisement, un bel exemple, votre gisement est affleurant, il est près de la surface, D'accord. il est quand même étendu latéralement et étendu en profondeur. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez classer comme ressource? Qu'est-ce qui est raisonnablement capable de penser que vous allez être capable de mettre en production? C'est pour ça que là, c'est à ce niveau-là qu'on commence à rentrer des éléments d'ingénierie spécifiques. Un des premiers éléments d'ingénierie qu'on va rentrer, c'est la teneur de coupure. La teneur de coupure, c'est la teneur minimale. Dans le cas de la ressource en tant que D'accord. telle, c'est la teneur minimale où le revenu anticipé de la communauté égale le coût anticipé d'extraction. OK. Autrement dit, vous avez une tonne de roche. On- si vous allez miner cette tonne de roche-là, ça Mhm. correspond à peu près au revenu équivalent au prix de l'or actuel de 1 gramme par tonne. Ben, si votre roche fait 1 gramme par tonne et plus, vous êtes raisonnablement économique de penser que vous pouvez l'exploiter. Si vous êtes en bas de 1 gramme, c'est pas raisonnable de penser que vous pouvez l'exploiter parce que le coût minimum pour couvrir son exploitation est de 1 gramme. Fait que le concept de teneur de coupure, c'est ça. C'est une teneur minimale, une teneur seuil. Mhm. Sous ce seuil-là, c'est non raisonnable de penser que c'est économique. D'accord. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous avez des blocs éparpillés un peu partout dans l'espace. Mhm.
qui ont des teneurs totalement différentes. Certaines avec des teneurs au-dessus du seuil, certaines avec des teneurs sous le seuil. Comment vous démêlez? Est-ce que toutes les teneurs au-dessous du seuil sont bonnes? Quelle est la valeur à accorder à un bloc qui est près de la surface avec une teneur qui est au-dessus du seuil, à un bloc qui est à 500 mètres de profondeur, qui a aussi une teneur au-dessus du seuil? Mhm. Est-ce qu'on faut les adresser de la même manière? C'est pas raisonnable de penser qu'on peut les adresser de la même Ouais, ils manière. sont pas à la Fait même que profondeur. notre test binaire s'applique encore là. C'est là que dans les bonnes pratiques de l'ICM nous oblige à utiliser ce qu'on appelle des volumes de contraintes. D'accord. Donc, même au niveau de la ressource, l'ICM nous oblige à faire un minimum de génie minier pour dire, OK, ça me prend une teneur de coupure pour avoir un seuil économique valable et ça me prend un volume de contrainte. Exemple, si vous pensez que vous allez avoir un gisement à ciel ouvert, Mhm. j'ai besoin d'une coquille théorique qui va baser sur des coûts de minage D'accord. normaux, là, acceptés dans l'industrie, basés sur des revenus de métaux acceptés dans l'industrie, qui va me démontrer que dans cette coquille-là, ben, ce qui est à l'intérieur de la coquille devient potentiellement économique ou raisonnablement économique, et ce qui est à l'extérieur de la coquille ne l'est pas. Hmm. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça nous oblige, comme spécialistes, à faire une classification géologique de la D'accord. ressource. Qu'est-ce qui peut devenir mesuré? Qu'est-ce qui peut devenir indiqué? Qu'est-ce qui peut devenir présumé selon des critères géologiques? Mais là, on est obligé de rentrer un critère d'ingénierie minière, un critère économique Mhm. pour dire la ressource indiquée qui est à l'intérieur euh, de la fosse théorique Oui. et le bloc qui est à l'extérieur n'ont pas la même valeur. D'accord. Donc, on ne peut seulement que déclarer au marché ce qui est à l'intérieur de la fosse D'accord. et pas ce qui est à l'extérieur de la fosse. Et c'est la même chose pour le sous-terre. Si on pense qu'on a une mine souterraine, Mhm. on n'a pas le choix de faire des volumes de contraintes de plusieurs manières techniques, dont le but de ces volumes de contraintes-là sont de démontrer que tout ce qui est sous contrainte dans son ensemble respecte le seuil de la teneur de coupure économique. Wow. Fait qu'on a, présentement, au Canada, pour faire un estimé de ressources, ça prend pas seulement un géologue. Ça prend aussi Un des ingénieur. éléments d'ingénieur Ouais. minier, Ouais. là, de plus en plus. Ouais. Non, là, on a bien décortiqué C'est ça. là. Puis ça, ce sont des éléments d'ingénierie minière pour seulement répondre aux critères raisonnables d'exploration, d'exploitation. Si maintenant vous voulez faire une étude économique pour vous amener vers une réserve minière, Mhm. c'est là que vous devez utiliser les facteurs de modification. Ça, c'est le terme décrit dans le règlement, dans la norme. Les facteurs de modification pour passer d'une ressource à une réserve. Et ces facteurs de ressources, ces facteurs de modification-là sont tout ce qui peut, tout ce qui peut avoir un impact sur une opération minière. Les revenus, les coûts, les permis, les obligations légales, les obligations environnementales, les obligations X, Y, Z que vous devez calculer. Mhm. Et eux vont venir mettre une pression économique supplémentaire Mm. sur votre gisement. Et si ce qui reste résiste à cette pression-là, ben vous pouvez classer maintenant votre ressource en réserve. Et quand vous avez une réserve, c'est comme un peu la clé qui ouvre la porte des études économiques spécifiques qui amènent à de la préfaisabilité et de la faisabilité pour aller chercher les grands financements pour construire des mines. On se le cachera pas, construire une mine en 2025 au Canada, ça coûte quelques centaines de millions de dollars à quelques milliards de dollars. Absolument. C'est ça l'investissement qu'il faut aller chercher pour ça. Ouais. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et tout repose sur la qualité de votre base de données. On revient toujours à la base de données Ouais. parce que c'est l'élément, c'est le cœur le nerf de la guerre, c'est la base de données. C'est l'actif principal d'une compagnie minière, c'est sa base de données. Parce que tant que vous n'avez pas une mine en production, Mm.
tant que vous n'avez pas une infrastructure, tant que vous n'avez pas généré des revenus, Mhm. le seul actif que vous avez, c'est une interprétation géologique basée sur une base de données. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Martin. Je sais que c'est peut-être un peu technique pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais on va encore creuser encore plus dans le On technique. essaie de ne pas l'être trop, Oh là. oui, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je vais poser la question suivante. Vas-y. On va revenir à la teneur de coupure. Oui. Aujourd'hui, la façon dont tu nous l'expliques, c'est que c'est le seuil ou est-ce que ce que ça me demande pour aller chercher ça est équivalent à qu'est-ce que cela représente Oui. réellement. Oui. On voit les compagnies présentent plusieurs teneurs de coupure. Oui. Si c'est mon seuil pour déjà, normalement, il ne devrait pas avoir plusieurs seuils. Ah, la réponse, c'est faux. La réponse, oui, il y a plusieurs seuils. Pourquoi? Parce que en ressources, on utilise souvent le seuil, ce qu'on appelle en anglais le break-even. Le D'accord? seuil, le seuil où ce que la dépense égale le revenu. OK. Mais si je suis en production minière, euh, je veux générer de la richesse. Mhm. Donc, je veux pas que ma teneur de coupure soit break-even. D'accord, oui. Donc, je vais probablement créer un pourcentage de revenus que je m'attends d'avoir. Mhm. Puis, je vais venir augmenter ma teneur de coupure pour être certain que je paye mes frais et que je génère un profit. OK. Et il est possible que si je travaille dans la zone A, que je travaille dans la zone B, que je travaille dans la zone C, chaque zone a des particularités et que la teneur de coupure de la zone A soit différente de la zone B, soit différente de la zone Hmm. C, parce que la zone OK. C a des facteurs de modification différents de la zone B que de la zone A. C'est pour ça qu'on peut avoir des variations de teneur de coupure. Ces teneurs de coupure-là aussi peuvent varier en fonction de la méthode de minage. D'accord. Exemple, si vous êtes dans une fosse à ciel ouvert, on n'a pas encore techniquement trouvé le moyen de laisser de la roche suspendue dans les airs. Quand on mine une fosse à ciel ouvert, toute la roche doit être excavée au complet. C'est sûr. Hein? C'est logique. Oui. Et tout doit être mis dans des tas séparés. Oui. On a souvent, au minimum, 2 tas, un tas de stérile et un tas de minerais. On va appeler ça comme ça. OK. En réalité, le coût de minage, et c'est le coût pour créer la coquille de fosse, créer la fosse elle-même Mhm. pour aller chercher. Parce on sait que nos revenus générés avec profit doivent équivaler aux dépenses pour créer cette fosse-là. Mhm. Ceci étant dit, une fois qu'on est en train de miner la roche et que j'ai une chargeuse dans le front de taille de la fosse à ciel ouvert Mhm. qui prend un godet de roche cassé, ce godet-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente qu'est-ce que la valeur de ce godet-là représente? En réalité, la valeur qui est représentée là ne doit pas représenter les coûts pour la battre, le casser, le trier. Ces coûts-là ont déjà été traités par la fosse. Autrement dit, ce godet-là, j'ai le choix de le mettre au stérile ou j'ai le choix de le mettre au minerai. Quel élément va Faire les choix entre faire les le deux. choix? Ben, il faut que ce godet-là paie son coût de traitement. Ouais. OK. Au Fait que minimum. c'est pour ça que la teneur de coupure dans des fosses à ciel ouvert, elle est de loin beaucoup plus basse que dans des mines souterraines. Hmm. Parce que dans une mine souterraine, vous avez le choix de prendre un chantier, Mhm. puis vous avez le choix de laisser le chantier à côté, Hmm. puis de prendre le troisième. Hmm. Parce que le chantier à côté, il n'est pas assez riche. Tandis que dans une mine à ciel ouvert, vous pouvez pas le laisser là, vous devez le prendre absolument. D'accord. Fait que c'est pour ça que les notions de teneur de coupure, dépendamment des méthodes d'exploitation, dépendamment des types de commodités, dépendamment des problématiques associées spécifiques au gisement, peuvent changer. D'accord. Là, c'est ça la bonne pratique. C'est ça qui se fait, j'espère. Oui. Dans le pratico-pratique, est-ce que c'est réellement le cas? Moi, j'ai vu des cas où tu me diras si ça se fait, si c'est correct de le faire comme ça ou pas, où je vais dire, OK,
je vais prendre la cut-off de tel gisement là qui est à côté de l'autre côté, puis je vais l'appliquer, je vais bâtir mon modèle par sur la base de ça. Est-ce que c'est correct de le faire de cette façon-là? Ben, Est-ce qu'on peut dire que tout c'est, gisement c'est pareil? tous les gisements sont pas pareils. Ben voilà, c'est ça. Par définition, un gisement, c'est une anomalie géologique. OK, bon. Tout gisement a une unicité. Puis j'ai vu dans ma carrière beaucoup de gens faire ce que tu as fait et pas avoir de problème. J'en ai vu aussi le faire puis avoir des problèmes. Il y a pas de normes. Mais c'est certain qu'on est au stade précoce d'un projet. Mm, Les gens vont souvent utiliser des comparables. mm, Vont dire, OK, je ressemble à tel endroit, fait que eux autres utilisent telle chose, je peux par comparaison utiliser la même chose de mon côté. C'est de moins en moins utilisé. De plus en plus maintenant, quand on a des projets d'exploration qui ont des valeurs intéressantes, qui ont des intersections intéressantes, qui commencent à bâtir une masse critique qui s'en va vers un gîte mhm, d'intérêt, ben, comme consultant, on dit vraiment de plus en plus à nos clients, il faut que tu commences rapidement à faire des études d'ingénierie de base. mhm. Ça inclut des études métallurgiques préliminaires. Faut que tu veux vraiment... euh, un bel exemple, dans l'or, par exemple. Mhm. Combien de gisements d'or au Québec se font traiter, puis ils vont chercher une récupération de l'ordre de 95, 96, 98 Il y en a énormément. Il y en a Mhm. plein. L'or est facilement extractable de la roche. Je sais pas si c'est un mot extractable. En tout cas. Oui, oui. On peut l'extraire facilement par des procédés métallurgiques connus, utilisés pour aller chercher le maximum de l'or. Mm, On est rarement capable d'aller chercher 100 de l'or parce que l'or peut être tellement fin mhm. qu'elle devient trop fine pour être allée chercher et le coût pour aller la chercher est supérieur à la valeur de ce petit grain-là qu'on a. Donc, Mm. c'est pour ça qu'il y a une limite aussi, là, comme une seuil, comme une tonne de coupure limite, là, comme un peu là, Ouais. à aller chercher au niveau de la métallurgie. Mais ça, si votre or est libre dans la roche ou si votre or est libre dans les cristaux, c'est facile. On peut facilement imaginer de l'or qui est en gouttelettes dans des cristaux. Où là, il faut venir casser les cristaux pour Mhm. faire l'extraction de l'or. C'est un peu plus d'ouvrage encore. C'est un peu plus complexe. C'est là que la récupération métallurgique peut commencer à baisser aussi. Et on peut facilement imaginer que l'or peut se représenter en lien covalent à l'intérieur même des cristaux. Mm. Autrement dit, l'or va remplacer soit du fer ou Un autre soit un élément. autre élément Ouais. dans la structure cristallographique du minéral. Ouais, ça. Et là, pour récupérer cet or-là, Faut il faut casser. briser les liens covalents qui nécessitent énormément Ouais. d'énergie. Faut attaquer la chimie en soi. Exactement. Et souvent, quand on fait des analyses pour l'or sur la roche, Mhm. on fait une pyroanalyse où ce qu'on vient vraiment fondre la roche Mhm. pour sortir l'or, ben on les brise, ces Tout à fait. liens-là. Ouais. Fait que par une analyse géochimique, on n'est pas capable de déterminer si l'or va être facilement extractable ou Non, non. OK. Mm. Fait que c'est pour ça que rapidement, on dit vraiment à nos clients, faut faire des études métallurgiques rapidement, Mhm. parce que si tu trouves que ton or est récupérable à 95 96 ou 60 ben ta décision d'investissement va probablement changer. Absolument. Fait que c'est pour ça on conseille de plus en plus aux clients tôt dans le processus d'exploration minière, quand on commence à avoir un gîte qui se dessine, Mhm. avant de passer de gîte à gisement, Ouais. ben, il faut avoir un minimum d'études et géologiques et environnementales et minières, d'ingénierie minière, pour justement, c'est ça les bonnes pratiques OK. présentement. OK. Ah, c'est il faut tout intégrer dès le départ. Il faut pas attendre de penser avoir tout et de commencer par la suite. Et là, Beaucoup, en se c'est ça. rendant compte qu'on peut pas Exactement. aller chercher le métal qu'on veut, Non, puis c'est déjà trop tard. Des millions sont investis pour rien. ça arrive
pas régulièrement, là, mais dans ma carrière, c'est arrivé que des compagnies ont fait des découvertes, ont fait des communiqués de presse, Mhm. ont vraiment démontré des résultats intéressants, Ouais, ont créé une valeur là, spéculative ouais. sur leur titre boursier pour, à terme, avec les études, se rendre compte que les promesses qu'ils ont faites sont difficiles à livrer. Ouais, ça, c'est compliqué. C'est tout le temps une mauvaise position pour se placer comme dans une Absolument. compagnie minière ou dans une compagnie comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut rapidement donner leur juste aux compagnies pour qu'elles puissent poser les bonnes décisions Hmm. pour aussi, c'est de pas faire une spéculation avec leurs investisseurs. D'accord. Ah, Martin, j'aimerais ça revenir au 4301. Oui, Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est ici. oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qu'on voit parfois ou des promoteurs de projets qui vont l'utiliser comme un gage de réputation de leur projet. Mhm. Euh, ça a quelle valeur réellement, le rapport? Je parle juste du rapport. Parce qu'on écrit le rapport, il y a le rapport, mais il y a toute la réglementation en arrière. Ben, comme ce que je te Ça vaut disais, quoi quand on a un rapport? le rapport, il est aussi précis que la personne qui le signe. Oh, ok. Ah, C'est la personne qualifiée qui signe le rapport technique. C'est sa responsabilité professionnelle qui est mise en pause là-dessus. hmm, Le rapport technique, ben, l'investisseur peut, même je devrais dire doit, utiliser le rapport technique pour démontrer que euh, son, 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 sa valeur, son article d'investissement, sa propriété ou autre chose oui, euh, existe, a une valeur, a été démontré. Il y a quelqu'un qui a signé pour dire qu'il y avait un certain élément de ça. Le 43 est là pour donner une garantie. d'accord. Ok. Il n'est pas là pour dire que ça va être ça, hors de Hmm, tout doute. Là. Il est là pour donner une garantie que le travail a été fait selon les normes. Et c'est la personne qualifiée à titre personnel qui garantit que les méthodes ok. ont été utilisées pour ça. C'est pour Hmm, ça que, vu que c'est à titre personnel, il y a des gens qui vont signer des choses, d'autres qui voudront pas les signer parce qu'ils n'ont soit pas les compétences ou pas soit les connaissances ou tu sais, différentes raisons. Là. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de comparer des rapports techniques de façon égale. hmm. Mais à la base, le rapport technique a été fait par quelqu'un qui s'engage personnellement par rapport à ça. Si la personne qui Mhm. s'engage frauduleusement, ça va être mis à jour et cette personne-là va être Ouais, va, faire, attraper, va aller devant les tribunaux. Là. ouais, pour aller s'expliquer, c'est Parce sûr. que on en a depuis le 4301, il y a une multitude de situations où ce que des personnes qualifiées ont été rabrouées professionnellement pour avoir outrepassé Ah oui. leur qualification technique ou leurs éléments. Puis il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. Il y a des gens qui ont payé des dizaines de milliers de dollars d'amende pour ça. Il y a des gens qui ont eu des permis de pratique restreints pendant des mois ou des années ou à vie, dépendamment des éléments disciplinaires qu'ils ont subis. Waouh. Puis, c'est pas le 4301 qui vous discipline. Hmm. C'est pas la bourse qui vous discipline. C'est votre ordre professionnel Oui, oui, qui va c'est vous sûr. discipliner. C'est ça son rôle à lui. C'est Exactement. ça son rôle à lui de faire ça. Mais parce que la façon dont tu nous expliques le 4301 là, c'est que c'est un document qui assure Le rapport technique. oui, le rapport, juste le Oui. rapport technique. C'est un document qui, qui garantit la qualité professionnelle d'un travailleur. Ben, ben, De, de, ben, de, ben, pas d'un travailleur, parce qu'il peut y avoir ouais, de ceux qui ont de ceux, tu sais, qui garantit que les gens qui ont œuvré à générer le rapport technique ouais, l'ont fait selon les règles de l'art, selon le respect des règles de l'industrie, selon le d'accord. Ça donne pas respect de une la norme. valeur réelle, comme qu'on le pense là. Mettons, par exemple, on va voir des gens qui vont traîner avec le rapport dans la main pour dire que j'ai un 4300 de fait sur mon gisement. C'est comme si ça augmente la valeur du gisement ou ça, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez, ça vient de la, ça, c'est de la spéculation.
et un investisseur peut spéculer. Tout ce que le rapport 4301 démontre, c'est que l'information technique que l'émetteur Hmm. possède, qui veut transmettre à un investisseur, ben, a été validée, a été vérifiée, puis par rapport à ça. Voilà, ok. C'est sûr qu'un émetteur qui a une propriété où ce rapport-là existe a quand même une carte supplémentaire, un atout supplémentaire à un émetteur Hmm. qui a une propriété qui n'a pas ce rapport-là. Hmm. Fait que c'est sûr que comme investisseur, j'ai deux personnes en avant de moi. Une personne qui a un rapport technique qui me garantit un certain niveau de connaissance et un autre qui ne l'a pas. Là, j'ai une gestion de risque à Hmm. faire. Hmm. En réalité, c'est ce que ça donne, le rapport technique-là. C'est pas un as là, qui dit que Ouais, c'est ça. c'est pas un as qui bat toutes les cartes là, dans Ouais, un c'est jeu de ça. cartes, là, tu sais. Ouais. C'est seulement un élément qui dit que ce que je te dis, en termes techniques, ben, ça a été vérifié. Ça vient pas de moi, là. Ça vient du rapport qui a été signé par quelqu'un qui connaît ça plus que moi, tu sais. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. D'accord. Martin, je pense qu'on s'achemine un peu vers la fin de cet épisode-là. On a appris énormément de choses. Franchement, je pense que les gens ils vont adorer ça pour tout ce que tu as partagé avec nous. J'aimerais ça te demander, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais ça partager avec le monde? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter en lien avec ta carrière ou J'en ai, des histoires? j'en ai plusieurs. Oui, s'il te plaît. OK. Une anecdote la plus drôle, je pense vraiment là, qui m'a été donnée d'arriver. J'étais consultant, justement. Euh, J'accompagne un client dans une visite pour des propriétés minières en Amérique du Sud. D'accord. On va à le pays, mais c'est un pays où il y a une industrie pour la cocaïne très développée. Ok. Il y a il y a beaucoup aussi de minage artisanal. C'est un investisseur qui veut investir là-dedans, puis connaît pas rien, fait que me contracte, là, m'engage pour l'accompagner, Mhm. pour être comme son support technique là, lors de sa visite. D'accord. J'arrive là-bas habillé avec mon habit d'ingénieur en géologie là, Oui. normal, spécifique, on va dire ça comme ça. On rencontre différents investisseurs. Un investisseur en soi euh, commence à me regarder, puis il me dit, ben, il parle espagnol, je parle pas espagnol, donc on a un interprète. Il dit, ta chemise m'intéresse beaucoup. J'ai une chemise là, plein de poches, là, Ok. avec du filet, là, une Ouais. chemise de terrain comme on en a beaucoup ici au Canada. Oui. Il dit, ça fait des années que je m'en cherche une comme ça, puis je m'en trouve pas. Il dit, comment tu me vends ta chemise? Fait que j'ai vendu ma chemise. Ah ouais. Oui, oui. Mon Dieu. J'y ai vendu ma chemise. J'avais un t-shirt en dessous. J'ai donné ma chemise. Il m'a donné 150 $ US pour ma chemise. Sérieusement. Lui, il était très content. Puis moi, je suis allé m'en racheter une autre. Ben oui, j'imagine, c'est sûr que oui. Fait que, anecdote drôle. Ça, c'est le genre d'affaire qui peut arriver dans Je l'industrie sais des pas, fois. peut-être qu'il le mettrait dans sa chambre ou faire quelque chose avec Non, non, lui, il voulait avoir une chemise comme ça. C'était une chemise pour aller sur le de terrain. terrain, plein Ok. de poches, là, beige, là, anti-moustique, là. Ça le mettrait plus en Ouais. confiance, peut-être. Lui, là, avec ça, il était. Impressionnant. Ça lui donnait une classe qu'il n'avait pas avant ça. Fait que je peux dire que j'ai perdu ma chemise. Bah, Martin, il a vendu sa chemise à un investisseur. Le monsieur, il est venu chercher une mine, il est parti avec une chemise. Exactement, c'est ça. Ah, Mais c'est non, très mais drôle. c'est sûr que dans le cas d'une carrière, là, quand on touche un peu à tout, il va arriver toujours des éléments cocasses comme ça Cool. qui vont nous arriver. Bah, C'est peut-être des éléments là, cocasses, un des plus gros éléments cocasses qui m'est arrivé dans ma wow. carrière. Il a retrouvé un t-shirt et il a laissé sa chemise. C'est drôle. Là, Martin, avant-dernière question ou dernière question, après ça, je te laisserai le mot de la fin, mais dernière question. Aujourd'hui, avec toute ta carrière, quel est l'élément dont tu es réellement le plus fier que tu as accompli? Je pense que l'élément le plus fier que j'ai accompli de ma carrière, c'est d'être capable d'expliquer tout ce que j'ai d'expliquer là.
d'être OK. capable d'imbriquer tout ce qui est de la géologie, du génie minier, de l'environnement, de la métallurgie, qu'est-ce qui est une mine, qu'est-ce qui est l'industrie, d'avoir toute cette imbrication-là. Euh, J'essaie aussi de communiquer de façon la plus facile, là, la plus pédagogique, on va dire ça comme ça, sans être trop de jugement. Mhm. On a une industrie qui est... j'adore mon industrie. Je recommencerai quand même sans problème dans cette industrie-là. Là. Mhm. C'est quelque chose que je- l'industrie là, ne me rebute pas du tout. Là. Malgré tout ce D'accord. qui se passe, malgré tout les cycles des métaux et tout Oui. ça, on a une superbe industrie. J'adore me mesurer à la roche. Je vais appeler ça D'accord. comme ça. J'adore avoir une base de données, avoir tu sais, voir des forages, Mhm. voir des affleurements, puis même dans une mine, voir la roche et d'imaginer, OK, là, ma, ma job tu sais, ma job à moi comme géologue de ressources ou géologue économique, là, on va appeler ça comme ça. Mhm. C'est un peu comme une job de météorologue. D'accord. Ça fait quoi un météorologue? Ben, ça utilise des données, puis ça essaie de prédire la météo qu'il va faire dans le temps. Oui. Puis sont relativement très, très bons pour prédire la météo à quelques journées. Sont Plus, oui. moins bons pour prédire la météo à une semaine. C'est ça. Sont pas mal moins bons à 2 semaines. C'est ça. Puis sont très, très mauvais pour prédire la météo dans un mois. Et passer ce laps de temps-là, ben, là, on tombe dans des moyennes. Ben, Mm. la moyenne annuelle, c'est ci, puis tu sais, ça va ressembler à peu près à ça dans la moyenne, tu sais. Fait que on s'entend que la météo, c'est très complexe. L'atmosphère, c'est Oui, très bien sûr. complexe. Mon travail à moi est un peu moins complexe, mais est quand même similaire. Mon travail à moi, c'est de prédire une teneur dans l'espace. C'est de prédire comment la teneur va évoluer dans l'espace Mhm. pour qu'on soit capable de la suivre de manière économique. Fait que c'est probablement facile pour moi de la prédire à quelques mètres d'avance. Mhm. Ça commence à être plus difficile à la prédire à une dizaine de mètres d'avance. À 100 mètres d'avance, je peux me tromper pas mal. Puis à 1 kilomètre d'avance, je peux être totalement tu sais, Dans le dans champ. le champ. Là, tu sais. Ouais. Mais le principe est le même. Mon travail à moi est de prédire une teneur dans l'espace. Et ce challenge-là, Mhm. de prédire et d'être d'accord ou peut-être d'être dessus ou d'être à côté, Oui. c'est vraiment un driver important dans ma carrière. C'est vraiment quelque chose là, Qui t'anime. que j'ai beaucoup tu sais, que j'ai beaucoup chéri dans ma carrière, D'accord. que j'ai travaillé mes interprétations géologiques pour Mm. justement faire mon propre avocat du diable, D'accord. pour que justement quand je présentais ça à mes pairs, Mhm. euh, Ça fait du sens. j'étais prêt pas mal à défendre mon point de vue. Là, tu sais. Fait que c'est un peu ce que j'aime le plus de mon industrie. Euh, si j'aurais quelque chose à partager aussi, Ben, c'est ça, c'était ça le mot de c'est la fin. ça. Là, ça te revient. Tu t'adresses aux jeunes, aux moins jeunes aussi, Oui, à oui. tout le monde. Genre, à tout le monde, c'est Oui. ça. Qu'est-ce que ça va être? L'industrie minière est une industrie majeure pour l'humanité. Pas juste pour le Canada, là, pour l'humanité. Si vous regardez tout autour de vous, là, tout ce que vous utilisez, tout ce qui est présent partout de vous, ça vient de deux sources. Ça a été quoi? Ça vient d'une ferme ou d'une forêt ou ça vient de la nature, ça a été créé avec la nature ou ça vient d'une mine. Ça vient des deux seules sources. Ça a été miné pour faire de l'acier, pour faire du béton, pour faire Ouais. des clous, des vis, ou les arbres ont poussé, ou ça a été, il y a une plante qui a poussé pour faire un fil ou un coton ou quelque chose. Hmm. Mais tout ce qui est autour de vous vient de ça. L'industrie minière est primordiale dans l'histoire humaine. On a passé de l'âge de pierre à l'âge des Des métaux métaux, ouais. justement en créant une industrie minière, en étant capable d'utiliser des ressources naturelles et de les modifier pour améliorer La qualité de vie. notre qualité de vie. Oui.
On a passé à l'industrie industrielle en créant une énergie supplémentaire pour justement améliorer cet élément-là. On s'entend, on a fait des erreurs en passant par là. Qu'on est en train de corriger maintenant. Exactement, on en subit les conséquences maintenant. Oui. On a appris de nos erreurs, mais on ne serait pas où on est présentement sans une industrie minière qui est responsable et qui est capable de nous amener à ces éléments-là. La transition énergétique rentre là-dedans. L'industrie minière va être partie prenante majeure de ça. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans l'industrie minière au Québec? L'avenir est brillant, à mon sens, à moi, parce que nos besoins, même si on modifie, même si on devient plus responsable, nos besoins, sans dire qu'ils vont être majeurs, ils vont être toujours présents. On va toujours avoir besoin de gens pour se challenger, comprendre un peu ces éléments-là. Autant que ce soit en géologie, dans ma spécialité, autant que ce soit aussi dans d'autres spécialités de l'industrie minière. Il y a énormément de spécialités dans l'industrie minière. On peut soit travailler, en géologie, en mine, en traitement du minerai. On peut travailler en environnement, on peut travailler en finance, on peut travailler en légal, on peut travailler en électricité, en mécanique, en électrotechnique. Il y a énormément de possibilités d'emploi dans l'industrie. Puis, il faut juste la faire connaître, rendre ces gens-là curieux. Puis, on peut... j'ai 32, je m'en viens sur 32 ans là, dans l'industrie. D'expérience, ouais. J'ai utilisé peut-être... dans cette industrie-là, j'ai peut-être eu une quinzaine de positions d'emploi là, en 32 ans. Certains ont duré quelques années, d'autres ont été très courts pour différentes raisons là, spécifiques là, à nos éléments. Peut-être pas 15, plus 12. Mais en soi, il y a des possibilités de carrière majeures dans l'industrie. Ça, c'est vraiment encourageant pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Allez-y, osez, planifiez vos choses et puis prenez le temps d'apprendre, avancez avec cela. Si vous avez des questions, contactez Youssouf, il va me contacter. C'est ça, exact. Contactez-moi et puis Martin, je vous donnerai son contact avec grand plaisir. Pour rappel, Martin est directeur Centre d'excellence géologie pour Nordastello. Nordastello, oui. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Youssouf, de l'invitation. Et ça nous a fait plaisir avec tout ce que tu as partagé avec nous sur la norme 4301. J'essaie toujours de faire attention. Et bien sûr, on a appris énormément de choses. Et merci aussi aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui continuent à nous suivre. Continuez dans le même élan. Abonnez-vous, partagez la chaîne. Disponible sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube aussi. Donc, notre page LinkedIn aussi est là pour que vous ne manquez rien. C'est l'émission Mining Leaders et on vous souhaite une belle journée et à la prochaine pour le prochain. Merci. À la prochaine.